Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes champion digital auprès de la Commission européenne. Alors l'UIC a lancé une plateforme numérique mondiale de travail pour que ses membres, c'est-à-dire 200 entreprises ferroviaires à travers 5 continents, puissent se développer et échanger dans le domaine du numérique. En tant qu'expert, dites-nous quel impact peut avoir le numérique dans le monde des transports? Alors il est très important, on voit qu'il y a de nouvelles offres qui apparaissent tous les jours, on pense évidemment à Uber, Blablacar et de très nombreuses autres sociétés. Et d'une façon plus générale, on est capable de faire des transports qui sont plus multimodaux, parce qu'on est capable de synchroniser des offres de transport extrêmement différentes, ce qu'on avait beaucoup de difficultés à faire auparavant. Donc il y a un confort pour l'usager qui est très supérieur, mais il y a aussi des gains de productivité très importants à tous égards. Ça peut être simplement des productivités de service, comment est-ce qu'on achète les billets par exemple, mais ça peut aussi être de la productivité industrielle, comment est-ce qu'on met en œuvre des solutions de maintenance préventive, entre autres choses. Le chemin de fer de demain sera-t-il résolument numérique ou pas? Et si oui, par quel chemin devra-t-il passer pour le devenir? Alors, dans le monde, on voit effectivement des mouvements très importants en ce sens de différentes compagnies ferroviaires. Je pense en particulier à la Société nationale chinoise qui est très digitalisée. L'accès au Wi-Fi est de très bonne qualité. D'autres sont un peu plus en retard à cet égard. Je pense que le point, d'une façon générale, c'est plus le modèle managérial. C'est-à-dire que on est face à des organisations qui sont un petit peu l'emblème de la première révolution industrielle. La locomotive à vapeur était l'un des facteurs de cette révolution et qui sont restés malgré tout dans des systèmes organisationnels assez anciens. La caractéristique importante en termes de management du digital, c'est d'être beaucoup plus plat, beaucoup plus projet, beaucoup plus capillaire d'une façon générale, et c'est évidemment assez antinomique avec ce que l'on observe dans des organisations industrielles traditionnelles telles que peut l'être le monde du chemin de fer. Niveau transformation numérique, où est-ce qu'il y a plus de potentiel? Alors, le potentiel n'est pas forcément la transformation, parce que par exemple, un lieu comme la Silicon Valley est déjà largement transformé, il y a probablement moins de potentiel que dans d'autres endroits. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 7 zones très fortes en matière d'émergence numérique. Il y en a 3 aux États-Unis, il y en a probablement une, voire 2 en Chine, il y en a en Israël, il y en a en Europe également, Londres, Paris, Stockholm sans doute également. Mais en termes de potentiel, moi je suis très intéressé par ce qui se passe en Afrique, parce que le modèle de développement africain, c'est un modèle qui essaie de remplacer, ou plutôt de réussir à substituer à l'absence d'infrastructures des technologies numériques. C'est-à-dire que quand vous avez, si je prends l'exemple du transport, des routes qui sont en mauvais état, une offre de transport qui est relativement faible, vous essayez d'optimiser les moyens de transport qui sont disponibles, les infrastructures qui sont disponibles, de faire en sorte par exemple que le niveau de remplissage des véhicules soit optimisé par des offres de type Blablacar ou son corollaire pour les transports de marchandises qui existent déjà en Afrique de l'Est. Donc là, le potentiel est extrêmement important et je crois qu'ils ont un avantage, c'est l'absence finalement de solutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle le leapfrog, ils sautent les étapes. L'Afrique est un continent qui n'aura pour ainsi dire jamais connu le téléphone filaire et qui passe directement à la 4G avec une offre technologique qui est très élevée puisqu'ils n'ont pas eu à modifier les infrastructures déjà existantes pour les améliorer, sont directement passés à ce qu'on appelle des réseaux full IP qui sont beaucoup plus performants que ce que nous avons dans nos trottoirs ici. On parle de plus en plus de voitures autonomes et qui sait, dans quelques années, on pourra emprunter également un train autonome ou un tube de transport type Hyperloop. Il ne faut pas oublier pour autant l'humain. Quelle place a l'humain justement dans ce monde numérique? Alors, la place de l'humain est évidemment beaucoup discutée. Elle est très liée aux enjeux de gains de productivité. Pour le moment, on observe des gains de productivité qui sont relativement limités en matière de digitalisation. Mais on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, avec ces nouvelles dynamiques, ils vont devenir très importants et donc un enjeu de déplacement du travail à minima qui est extrêmement important. Dans le domaine des transports, on voit très bien que l'impact peut être absolument massif. McKinsey nous dit qu'à l'échelle des États-Unis, on parle de 5 millions de personnes qui seront directement affectées par l'émergence de l'intelligence artificielle dans l'automatisation des transports.
Donc c'est important. Il ne faut pas omettre que le transport, c'est aussi beaucoup d'activités de services de confort et que ces services seront sans doute moins faciles à désintermédier. Il y aura un déplacement important en ce sens. Et puis au-delà de ça, on nous explique également que même si cette révolution avait lieu aujourd'hui, pour qu'on ait vraiment un impact important sur le monde de l'automobile, il faudrait à minima 30 ans, ne serait-ce que parce que la nécessité d'investissement est telle qu'on n'est pas capable de la mobiliser en un seul jour. Donc c'est une révolution, certes, mais c'est une révolution qui est prévisible, qui s'étend dans le temps et que l'on peut préparer. Merci Gilles Babinet. Merci.